Bonjour. Bon, en tant que professeur des sciences, des mathématiques, j'ai enseigné les sciences, j'ai enseigné les mathématiques à tous les niveaux, si vous voulez dire, du primaire jusqu'au collégial, c'est-à-dire des cours pré-universitaires. J'ai constaté que les élèves trouvent certaines difficultés à comprendre certains concepts qui sont abstraits. Entre autres, le concept de l'électronégativité, qui sera le sujet de notre discussion ou bien de notre cours aujourd'hui. Toutefois, avant de vous parler de ce concept abstrait, il faut que je vous parle un petit peu de l'histoire du modèle atomique. Je ne vais pas parler en détail de l'histoire du modèle atomique, mais je vais faire un survol sur l'histoire du modèle atomique. Ben, en fait, avant quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, il n'y avait pas les sciences, les mathématiques, la biologie, la littérature. Tout est confondu dans ce qu'on appelle la philosophie. Et les philosophes, parmi les questions qu'ils ont posées, c'est quoi l'origine du monde? Il y a Aristote, c'est un célèbre, et qui a proposé que l'origine du monde est l'atome. L'atome qui vient du mot atomos. Atomos en grec veut dire la plus petite entité. Alors pour lui, la matière est un ensemble d'atomes. C'est comme par exemple quand on construit un mur. Alors un mur au complet, c'est un ensemble de briques. Alors une brique, plus une brique, plus une brique, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on construise un mur. Ben, la même chose, la matière. Un atome plus un autre atome. Mais lui, il n'a pas donné une signification ou bien une explication approfondie à l'atome. Bien évidemment, c'est quelques centaines d'années avant Jésus-Christ. Par après, il y a un monsieur Dalton qui, lui, par sa réflexion, il a dit que l'atome est comme une boule de billard. Ça, c'est monsieur Dalton. Il a dit que c'est comme une sphère, une boule de billard, c'est ça pour lui l'atome. Mais par après, en 1897, il y a monsieur Thomson qui a constaté que dans la matière, il y a des charges positives, il y a des charges négatives. Bien évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails, les expériences qu'il a faites qui lui ont permis de déduire ou bien de conclure cette conclusion. Et lui, il a stipulé que l'atome, c'est comme une soupe qui est positive, de charge positive. Il y a des charges positives. À l'intérieur de cette soupe, il y a des charges négatives qui sont en train de baigner. Celui-là, c'est des charges négatives. Alors pour lui, l'atome, c'est celle-là. Au moins, c'est le premier qui a déduit ou bien qui a conclu que dans la matière, il y a des charges positives, il y a des charges négatives. Bien évidemment, les recherches ont continué jusqu'à ce que M. Rutherford est venu. Il a fait une expérience qui est très 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 connue. Alors Rutherford, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris une feuille mince en or, je m'excuse, je ne dessine pas très bien. Et à l'extérieur, ça c'est la feuille mince d'or. En arrière, il a placé un écran. Bien évidemment, un écran qui est rectangulaire, opaque. En avant, il a placé une source de particules alpha. Et nous, on sait que les particules alpha sont chargées positivement.
Alors Rutherford, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à envoyer les particules alpha à travers la feuille d'or qui est vraiment très mince, qui est constituée de quelques couches d'atomes. Et il a fait ses observations, bien évidemment. La première observation qu'a constatée Rutherford, c'est que la majorité, la plus grande quantité, partie des rayons alpha, ils traversent la feuille d'or sans aucun problème et ils laissent des taches sur l'écran. Alors, cette déduction, cette observation, quand il a vu que la majorité traverse, il a déduit que la matière est presque vide. Parce que la grande partie a traversé. Il a constaté qu'une petite partie des rayons alpha, quand le rayon arrive, il se dévie légèrement. Il se dévie légèrement. Il a dit, oh, les rayons alpha sont chargés positivement. Ils se sont déviés parce qu'ils se sont approchés à quelque chose qui est positif. Alors le rayon alpha arrive, la particule alpha est positive, il s'approche de quelque chose qui est positif, il change de direction. Alors il a considéré, alors il a déduit que il y a alors il a constaté qu'il y a une légère quantité de rayons alpha qui se dévie, il y a une petite quantité que quand il frappe, il retourne. Alors, une quantité frappe puis retourne. Ces deux observations lui ont permis de dire qu'il y a un noyau, il l'a appelé noyau, il a dit quelque chose, un noyau au centre de la matière qui est chargé positivement. Donc Rutherford, à la fin du compte, vous m'excusez, j'ai un petit tableau, je vais effacer le haut. Alors Rutherford, en fin de compte, il a conclu que la matière est constituée d'atomes et l'atome, il y a un noyau au milieu qui est chargé positif. Aux alentours de ce noyau, il y a des électrons qui gravitent autour. Alors si vous voulez dire, si je veux vous schématiser pratico-pratique ou bien par quelque chose qui n'est pas abstraite, que vous pouvez comprendre, imaginez-vous, dans votre chambre, vous avez enlevé tout. Vous avez laissé la chambre toute vide. Et au milieu, vous avez suspendu, avec un fil, une orange au milieu de votre chambre. Et aux alentours de l'orange, vous avez mis, par exemple, des petits raisins. Et vous êtes venu à côté de la porte, et vous avez pris un canon, et vous avez commencé à lancer des raisins secs partout. Alors vous allez constater les mêmes constatations de Rutherford. Alors les raisins secs que vous allez lancer à travers toute la chambre, la majorité va frapper le mur. Il y a une petite quantité les raisins secs, quand ils vont s'approcher de l'orange, ils vont frapper, ils vont se dévier. Il y a une très petite quantité qui va frapper l'orange au milieu et va reculer. Alors, c'est la même chose qu'a fait Rutherford comme expérience. Il a déduit qu'au centre de la matière, il y a un noyau volumineux qui est massif, pas volumineux, mais massif, qui est massif et qui est chargé positivement. Et aux alentours, il y a des électrons. Avec le temps, il y a M. Bohr qui est arrivé et qui a dit à Rutherford, il ne l'a pas vécu avec lui, mais il a dit que Rutherford a raison, mais il a partiellement raison. Comment Rutherford a partiellement raison selon Bohr? Bohr, ce qu'il a fait,
c'est que quand il frotte la matière, c'est comme par exemple, moi si je prends, je ne sais pas, est-ce qu'on va réussir à voir ça sur l'écran? Mais par exemple, moi si je prends ce morceau de papier que vous voyez sur ma main, si je frotte le crayon sur mes cheveux seulement un petit peu, rien ne va se passer. Mais par exemple, je vais le mettre sur un support en papier, regardez, il est là. Alors si je frotte très 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 bien, alors on constate que, oups, ça n'a pas marché. Bon, en tout cas, alors, en général, essayez de le faire, si peut-être parce que mes cheveux sont encore mouillés. Si vous prenez un tout petit morceau de papier, vous frottez assez le crayon, vous allez pouvoir, le crayon va pouvoir attirer le morceau de papier. Comme si vous prenez une ballonne pendant les fêtes d'anniversaire et vous frottez, la ballonne était gonflée, vous frottez un petit peu, vous pouvez la coller contre le mur. Alors, Bohr, il a dit, pourquoi quand on frotte juste un petit peu, on n'arrive pas à polariser la matière. Mais quand on frotte assez, on arrive à lui arracher des électrons. Alors, Rutherford, si vous voulez que je vous explique sa théorie, c'est un peu comme, imaginez-vous avec moi, une tortue. Je vais la placer juste moi comme ça c'est ma tortue, je ne dessine pas très bien, qui veut monter une pente. Alors la tortue peut exercer une petite énergie pour aller ici. Après une petite énergie pour aller ici. Mais imaginez-vous avec moi, si la tortue veut monter des escaliers. Alors les escaliers, c'est comme ça. Et la tortue se place ici. Pour que la tortue passe de là jusque là, elle doit sauter suffisamment pour passer jusque là. S'il ne saute pas suffisamment, il va rester au milieu, il va retourner à sa place. Et c'est exactement ce qu'a constaté Bohr. Bohr, il a dit à Rutherford, oui, tu as en partie raison, que l'atome, il y a un noyau au milieu qui est chargé positivement. Il y a un noyau au milieu, mais les électrons ne se trouvent pas autour du noyau n'importe où, mais ils se trouvent dans des niveaux énergétiques bien déterminés. C'est-à-dire les électrons, pour se trouver dans le premier niveau, peuvent se trouver ici dans le deuxième niveau, peuvent se trouver dans le troisième niveau, mais jamais tu vas trouver un électron entre les deux niveaux. C'est comme les escaliers, jamais tu vas trouver la tortue ici au milieu. Ou bien comme l'ascenseur. Quand on monte les ascenseurs, soit on est au premier étage, au deuxième étage, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, on ne va jamais rester au milieu. Alors on saute d'un étage à une autre, ben c'est la même chose. Si on donne suffisamment d'énergie à l'électron, il peut passer à un niveau supérieur. Et par après, bien évidemment, il va retourner à son état fondamental. En fait, c'est juste entre parenthèses, ce n'est pas l'objectif de notre cours aujourd'hui, mais les feux d'artifice, quand on prend la poudre d'un métal et on la brûle, si on ne la brûle pas suffisamment, il ne va pas y avoir de feu d'artifice. Alors il faut la brûler suffisamment pour que l'électron passe d'un niveau énergétique à un autre niveau énergétique, et en retournant, cette énergie, elle la dégage sous forme de lumière. C'est pour cela qu'on voit que et chaque métal a une longueur d'onde, a une couleur de lumière. C'est pour cela qu'un mélange de métal nous donne dans les feux d'artifice plusieurs couleurs. Je ferme la parenthèse. Probablement on aura l'occasion une autre fois pour expliquer ce phénomène. Alors par après, bien évidemment après, je vais redessiner le modèle de Bohr. Par après, il y a le modèle quantique, mais nous, on va s'arrêter, on va travailler avec le modèle de Bohr. Alors Bohr, il a dit, il y a un noyau, il y a des niveaux énergétiques, il y a le premier niveau, le deuxième niveau, troisième niveau, et ainsi de suite. Après, quand on va étudier le tableau périodique, on va constater qu'il y a 7 niveaux. Il y a 7 périodes dans le tableau périodique.
Et dans chaque niveau, il y a, dans le premier niveau, il n'y a que 2 électrons. Dans le deuxième niveau, on peut mettre un maximum de 8. Et dans le troisième niveau, lui aussi, on peut mettre un maximum de 8. Mais il y a un électron ici que je vais mettre, moi, en rouge, pour vous parler un petit peu de l'électronégativité. Alors, cette introduction était juste pour passer à vous expliquer c'est quoi l'électronégativité, qui est vraiment un concept qui est un peu abstrait et que les étudiants trouvent un petit peu de misère à le comprendre. En réalité, vu que le noyau est chargé positivement, l'électron est chargé négativement, alors pour que l'électron reste collé reste toujours à une même distance du noyau, le noyau, il attire les électrons vers lui, il exerce une force électrostatique qui est égale à la charge de l'électron multipliée par la charge du noyau, multipliée par une constante de Planck, divisée par la distance au carré. Cette distance, c'est la distance entre le noyau et l'électron en considération, en étude. Et bien évidemment, l'électron est en train de tourner. Donc il y a la force électrostatique exercée par le noyau, c'est ça ce qui nous intéresse. Et bien évidemment, il y a une force centrifuge qui est due à la rotation et qui maintient l'électron autour du noyau. C'est comme les planètes. Alors la Terre, elle attire la Lune attire la Terre, mais la Lune est en train de tourner autour de la Terre, et cette rotation donne à la Lune une force centrifuge qui pousse vers l'extérieur. La Terre l'attire, et la Lune reste en équilibre par rapport à la Terre. La même chose, les planètes avec le Soleil, dans le système solaire et dans les autres systèmes, bien évidemment. Alors, cette force électrostatique, cette puissance, cette capacité du noyau à attirer l'électron, cette capacité, c'est ce qu'on appelle l'électronégativité. L'électronégativité. Alors l'électronégativité, c'est la capacité d'un noyau d'attirer un électron périphérique, son électron périphérique de la couche, son électron de valence. Cette électronégativité, normalement, elle est perturbée un petit peu par les électrons qui sont au milieu. Mais cette perturbation est négligeable. C'est comme, par exemple, dans une classe, il y a un enseignant qui passe un examen aux élèves. Imaginez-vous s'il y a un seul élève en classe. Alors, pour cet élève, il est tellement surveillé, le prof le regarde, il est presque quasi impossible qu'il triche. Mais par contre, si dans cette classe, il y a d'autres élèves, alors les élèves qui sont entre le prof et l'élève en arrière, ils cachent un petit peu, ils gênent un petit peu cette surveillance. Alors c'est à peu près ceci, mais ils ne la gênent pas tellement. Parce que les électrons sont tellement petits comparés au volume. C'est comme on est dans une grande classe, et on n'a que 6 élèves. Alors même l'élève qui est assis en arrière, il va toujours rester surveillé par le prof qui est en avant. Alors c'est la même chose pour le noyau. Alors nous, on va oublier toute la perturbation que causent les noyaux, ce qu'on appelle l'effet d'écran. Alors on va oublier cet effet, on va dire juste que le noyau, il exerce une force électrostatique, on l'appelle la force électrostatique, qui est de l'ordre d'une constante, ça c'est une constante, la charge de l'électron, qui est aussi une constante, fois la charge du noyau. La charge de l'électron, c'est, alors, la charge de l'électron, c'est moins 1,6 10 à la moins 19 coulombs. La charge du noyau, c'est la somme, alors la charge du noyau est égale à sigma des charges des protons, de tous les protons qu'elle a. Et bien évidemment, la charge du proton, la charge d'un proton est égale à la charge d'un noyau est égale à moins la charge d'un noyau en valeur absolue, si tu veux dire en valeur absolue, est égale à 1,6 10 à la moins 19 coulombs. La charge du proton est égale à 1,6 10 à la moins 19 coulombs. La charge de l'électron est égale à moins 1,6 10 à la moins 19 coulombs.
Alors si je veux voir cette capacité qui va donner le phénomène d'électronégativité au noyau, elle dépend, sur R au carré, elle dépend de deux paramètres. Il dépend de la charge du noyau, parce que la force est proportionnelle à la charge du noyau, c'est-à-dire si la charge du noyau est grande, la force électrostatique est grande, et par conséquent, l'électronégativité est grande. Et il dépend d'un deuxième paramètre, qui est le rayon, la distance entre le noyau et l'électron. Il dépend aussi parce qu'il est variable, parce que chaque atome, il y a certains atomes comme l'hydrogène, il a un seul niveau, un électron sur le premier niveau. L'hélium a 2 électrons sur le premier niveau. Alors par après, on passe au deuxième niveau. Le lithium, il a 3 électrons. Il a 2 électrons sur le premier niveau et un électron sur le deuxième niveau. Donc le lithium a passé à un état et une étage supérieur. Donc la distance entre le noyau du lithium et l'électron périphérique, elle est plus que celle de la distance entre le noyau d'un hydrogène et son électron. Sauf que le rayon, il est inversement proportionnel. La force est inversement proportionnelle au rayon. C'est-à-dire, quand le rayon augmente, la force électrostatique diminue et par conséquent, l'électronégativité va diminuer. Alors, ceci va nous amener à déduire comment l'électronégativité varie le long d'un tableau périodique. Alors, un tableau périodique, je vais le schématiser juste d'une manière grossière. Je ne vais pas mettre tous les détails du tableau périodique. Je vais le schématiser comme un rectangle. Normalement, le tableau périodique, c'est pas... Alors, normalement, en réalité, il y a l'hydrogène qui est ici. Il y a l'hélium qui est ici. Ça, c'est la famille des gaz rares. Celui-là sont saturés, on n'en parle pas. Et par après, il y a la deuxième période, ça c'est la famille des alcalins. Ça c'est la deuxième famille, c'est la famille des alcalino terreux. Et ici, à côté des gaz rares, il y a la famille des halogènes. Et bien évidemment, après, il y a le reste du tableau périodique. Il y a cette période. Alors, si je regarde le tableau périodique, en allant de gauche vers la droite, le nombre de protons dans le noyau augmente. Et si le nombre de protons augmente, la charge du noyau va augmenter. Et si la charge du noyau va augmenter, la force électrostatique va augmenter, et l'électronégativité va augmenter. Ce qui veut dire que l'électronégativité augmente en allant de gauche vers la droite. Dans le même tableau périodique, en allant du bas vers le haut, du bas vers le haut, l'électron s'approche du noyau. Ce qui veut dire que le rayon diminue. Et si le rayon diminue, vu que le rayon, la force électrostatique est inversement proportionnelle au rayon, alors la force électrostatique va augmenter. Et par conséquent, l'électronégativité va augmenter. Alors si vous voulez dire, si je veux le mettre en vert, l'électronégativité augmente dans ce sens, dans un tableau périodique,
et augmente dans ce sens, dans un tableau périodique. Pour faire la résultante, on dit que l'électronégativité augmente dans ce sens. Sans tenir compte des gaz rares, ici, on trouve le fluor. Et le fluor, c'est l'élément la plus électronégatif dans le tableau périodique. Alors j'espère que ce cours sur l'électronégativité vous approche un petit peu de ce concept qui est tellement abstrait. Et à chaque fois quand l'occasion me le permet, je vais essayer d'expliquer un autre concept qui est abstrait en chimie, ou bien en mathématiques, les mathématiques surtout. Je vais mettre des cours pour les élèves de 5e année qui se préparent pour entrer dans les écoles, les grandes écoles au secondaire. Moi, je donne déjà des cours en ligne à des élèves de 5e année, mathématiques et logique. Je vais essayer aussi de faire quelques cours dans ce sens, juste pour aider les enfants et les parents à se préparer pour cet examen d'entrée. Alors, dès lors, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.